bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce soir avec nous pour cette soirée autour d'une question qui concerne l'économie territoriale, concerne l'industrie. Et voilà, la problématique qu'on s'est posée, c'est écologistes et syndicalistes. Quelle convergence pour réussir la transition dans l'industrie berrichonne? Et pour étayer ce débat, cet échange, nous sommes ravis d'accueillir Charles Fournier, député de Tours. Alors Charles, ce soir, tu vas nous parler de ton Tour de France de l'industrie, qui fait suite à un manifeste qui a été rédigé en 2023 et qui porte sur réinventer une industrie réellement verte. Donc, tu termines ton tour en région centre. Cet après-midi encore, nous avons rencontré l'entreprise L'Ouest à Saint-Gautier, nous avons rencontré le président de la CCI de l'Indre, et tu t'es mobilisé depuis un peu plus d'un an pour faire émerger le dialogue entre les entreprises, les gérants, les salariés, autour de cette question de l'industrie réellement verte. Merci d'être présent. Et pour poursuivre cette mise en dialogue ce soir, nous sommes ravis d'accueillir également 3 intervenants. Donc, nous avons avec nous Florent Trincart. Voilà, merci de vous signaler. Donc, Florent Trincart, je reprends mes fiches. Donc, vous êtes animateur régional pour la région centre, pour la métallurgie auprès de la CGT, et vous représentez aussi Eurocast. Vous êtes présent pour Eurocast. Nous sommes avec Pascal Charlon. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes délégué syndical central auprès de Barilla. Barilla. Harris local. Voilà, c'est ça. Et enfin, nous sommes avec Thierry Laforie. Merci d'être présent également. Et donc vous êtes délégué syndical auprès de Safran, ou technicien méthode. Voilà. Aussi. Donc, avant de commencer, je voudrais poser 2 éléments. Moi, je suis Anne-Claude Moisan-Lefebvre, conseillère départementale pour le canton d'Argenton et modératrice ce soir. Et j'ai eu le privilège d'accompagner Charles cet après-midi à la rencontre d'acteurs du territoire. Je voulais juste citer 2 éléments de contexte pour notre département avant de commencer. Alors, c'est 2 éléments marquants parmi d'autres. Mais il y a un an, on a assisté à la fermeture d'Imperial Wheels sur le territoire avec la perte de 180 emplois. Donc, ça a marqué économiquement et socialement le territoire. Et un deuxième élément qui n'est pas encore finalisé, mais c'est la projection de la création d'un data center XXL de chez Google sur Châteauroux et qui met notamment en alarme les écologistes. Donc ça, c'est 2 éléments parmi d'autres qui seront étayés par vos témoignages, messieurs, puisque l'industrie locale, elle est très contrastée, très disparate, et du coup, c'est bien qu'on puisse voir un petit peu bien tout ce qu'il en est ce soir, autant que l'on pourra. Mais pour commencer, eh bien, je vais te laisser la parole, Charles, pour nous présenter ce Tour de France de l'industrie. Merci beaucoup Anne-Claude. Bonsoir les Indriens et Indriennes. Je viens finalement assez régulièrement vous voir quand même. Je crois que cette année c'est au moins la 2e fois. Mais j'ai un minimum d'1 fois par an à Châteauroux et donc je le tiens depuis que je suis conseiller régional et puis après député. Donc je continue sur ce chemin. En fait, je suis membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale et je travaille particulièrement sur la question de l'industrie depuis le début de mon premier mandat de député, parce qu'on fait de plus en plus de mandats de député, mais pas forcément de plus en plus d'années. Parce que vous savez qu'il y a des dissolutions et on fait des mandats courts, donc j'en suis déjà mon 2e mandat, mais en à peine 3 ans, 3 ans là maintenant, de député. Et il y a eu en 2023 une loi à l'Assemblée nationale, un projet de loi porté par le gouvernement, et à l'époque c'était Roland Lescure qui portait ce texte, pour une industrie verte. Voilà. En gros, si je vous fais un résumé de la lecture que j'avais de ce texte, c'est qu'il n'y avait de vert que le titre, et que le contenu nous racontait une histoire, la même histoire que celle que nous avons connue jusqu'à maintenant, et que ça n'avait rien changé, qu'on avait... en gros, j'avais résumé en disant ce texte est plutôt là pour le climat des affaires que pour répondre à la question du climat vraiment. Ouais, c'était plutôt ça l'enjeu. Derrière, on disait, ne vous inquiétez pas, il y aura des ressources financières, il y aura du foncier,
on va trouver des solutions. Le code de l'environnement, on va lui tordre un peu le cou pour pouvoir avancer dans cette logique de faire appel à des capitaux étrangers pour pouvoir réussir la réindustrialisation de notre pays. Et donc, considérant que ce texte était difficilement amendable, je me suis engagé à ce moment-là dans l'écriture d'un manifeste, voilà, d'un premier état de réflexion sur ce que pourrait être une vision de l'industrie pour notre pays, une vision écologiste, et je le dis tout de suite quand je dis ça, je ne pense pas qu'à la décarbonation, je ne pense pas qu'à la biodiversité, je pense aussi à qu'est-ce que ça veut dire travailler dans une usine, c'est quoi le travail dans une usine, c'est quoi la démocratie dans une entreprise, etc. etc. C'est plein de sujets qui, pour moi, pourraient porter une dimension d'une industrie réellement verte. Donc il y a toutes ces dimensions qui sont sur la table. Alors, on a eu un problème avec l'imprimeur qui nous l'a imprimé en format timbre-poste, mais c'est ce petit document-là qui a été travaillé au moment de cette loi et qui m'a permis de poser une première pierre de réflexion sur ce que pourrait être une industrie, une vision de l'industrie portée par des écologistes. Et je vous le dis, ce n'était pas une évidence. Quand des écologistes s'intéressent à l'industrie, on a plutôt toujours été regardés comme les alliés potentiels de la désindustrialisation. On nous a beaucoup dit, voilà, on nous regardait comme celles et ceux qui pouvions dire oh là là, l'industrie, ça pose problème, ça pollue, ça impacte, voilà. Et puis, on a pas plus parlé que les autres, on a peut-être moins de responsabilités parce qu'on n'a pas souvent gouverné, mais tout le monde a tourné le dos à la question de la production. Voilà. Tout le monde a tourné le dos dans notre pays, on a accepté que des pans entiers de nos activités partent ailleurs. Je pense au textile, je pense à des activités manufacturières qui sont parties dans les années 70-80, et ça s'est poursuivi. On avait un modèle économique qui reposait beaucoup sur des multinationales qui ont délocalisé très facilement. Et on s'est tous habitués à ça. À l'époque, on parlait d'un pays de services, de tertiaire, on parlait des usines sans salariés, et en vrai, il n'y avait pas beaucoup de voix pour s'élever contre ça. Voilà, si ce n'est la voix des salariés. Mais du côté politique, il y avait une espèce de consensus mou ou consensus apparent qui a laissé, qui a laissé cette question, finalement, on ne se la posait plus. Et là, Covid, changement au niveau international, des impérialismes qui s'expriment de manière extrêmement forte. L'impérialisme chinois, on le connaissait déjà. L'impérialisme américain, on le connaissait un peu, on pouvait le pressentir, mais en tout cas, il prend une dimension. Quand l'administration américaine écrit aux entreprises françaises pour leur dire si vous ne vous comportez pas comme nous le souhaitons, vous perdrez toute possibilité d'avoir des marchés ou une quelconque implication aux États-Unis. C'est quand même dingue ce qui est arrivé. Il y a eu un courrier de l'administration américaine à des entreprises françaises. C'est un truc qu'on imagine quand même pas bien, mais voilà, il y a quand même derrière un véritable sujet. Et donc face à tout ça, la Covid, on s'est reposé la question de notre souveraineté. Un mot qui revient partout, jamais vraiment défini. Chacun s'est un peu mis une vision dessus. Je trouve parfois d'ailleurs peut-être qu'on a une vision, on pourra en rediscuter un peu, qu'on glisse peut-être vers une vision souverainiste de la souveraineté. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais une vision un peu repliée de la souveraineté. Je vous dirai moi ce que je pense qu'elle devrait être, mais en tout cas on est dans ce moment-là où on se dit de qui dépendons-nous, et nous nous apercevons que nous dépendons énormément de tout ce qui est fabriqué ailleurs, et que nous avons une fragilité dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation. Et constatant ça, et ayant fait ce petit travail, je me suis dit, pour nourrir cette réflexion, pour aller plus loin, pour construire des doctrines solides, pour avoir des propositions sérieuses à faire sur cette question de la production, je vais engager un Tour de France, et j'arrive à ce Tour de France, à la rencontre de celles et ceux que j'ai appelés les chevilles ouvrières de l'industrie dans notre pays. Et donc j'en suis à la 20e étape. Alors il y a des étapes, c'est plusieurs jours, d'autres c'est un jour, voilà. J'ai fait toutes les régions de France, et j'ai visité plus d'une centaine d'usines, et à chaque fois j'ai rencontré des directeurs de sites, des patrons, des syndicats, des salariés, des chercheurs, des habitants, des élus, bref, j'ai multiplié les formes de rencontres parce que je pense que cette question nous concerne toutes et tous, et j'en tire pas mal d'enseignements qu'on pourra évidemment partager dans cette soirée. Et là j'en suis à la dernière étape dans ma région, la région Centre-Val de Loire, et je terminerai à Tours, dans ma circonscription, demain et après-demain, ce grand tour de France. Je peux vous dire que j'arrive armé de plein de réflexions, plein d'idées, de pistes, de voix qui me viennent des échanges et des rencontres que j'ai fait partout dans les territoires. Sur cette base-là, et je termine là-dessus, il y aura plusieurs productions qui doivent en ressortir, une version éclairée, élaborée de ce manifeste, qui est en cours de rédaction et qui sera nourrie de toutes ces rencontres.
il y aura une convention, un temps de rencontre avec toutes celles et ceux que j'ai croisés dans ce Tour de France qui seront invités, donc vous serez invités si vous le souhaitez, pour venir discuter d'une feuille de route pour l'industrie, d'une vision pour l'industrie, et ça se tiendra en octobre ou novembre, la date n'est pas encore arrêtée, donc pour finaliser ce travail. Puis enfin, j'écris un bouquin, un peu en mode un Indien dans la ville, un écolo dans les usines, ça raconte quoi et on en tire quoi comme enseignement et c'est quoi les rencontres qui ont pu être faites à partir de là. Et j'ai fait plein de rencontres extraordinaires et de ces rencontres, j'essaye de tirer des enseignements pour la suite. Voilà. Donc ça, c'est en cours d'écriture, c'est fastidieux, c'est complexe, mais c'est absolument passionnant. Voilà ce qui m'amène ici. Et à Châteauroux aujourd'hui, on a visité effectivement une entreprise qui fait de la chaux. Voilà. Peut-être que vous savez tous ce que sont tous les usages de la chaux, mais en fait, il y a des choses que peut-être des gens ne savent pas. Par exemple, que la chaux sert dans la métallurgie, qu'on fait de l'acier en s'appuyant, on a besoin de chaux pour faire de l'acier. ArcelorMittal, par exemple, a besoin d'un producteur de chaux pour pouvoir faire de l'acier. Voilà. Et quoi, du coup, oui, quand ArcelorMittal est en point d'interrogation, il y a un point d'interrogation qui est posé aussi sur la production de chaux et que ça peut rebondir dans plein de territoires. Parce que souvent, quand il y a un effondrement industriel, je m'arrête vraiment là-dessus, c'est un écosystème qui est en jeu. Voilà, c'est pas eux-mêmes, l'Ouest, je ne sais pas si on dit l'Ouest, voilà, l'Ouest, c'est pas que l'Ouest. Si l'Ouest devait se casser la figure, ce que je évidemment ne souhaite absolument pas, mais derrière, ils ont des sous-traitants, ils ont des fournisseurs, et à chaque fois qu'il y a une usine qui disparaît, c'est tout un écosystème qui est mis en cause dans nos territoires, ici ou ailleurs. Et donc, quand même, c'est pas un petit sujet. Voilà. Maintenant, comment nous allons produire demain, de quelle manière nous allons le faire, comment nous allons prendre en considération les limites planétaires et en même temps satisfaire nos besoins sociaux, c'est tout le sujet qui est posé aujourd'hui avec la question de la production. Merci Charles. C'est un peu un teasing que tu nous fais. Ouais, Du coup, messieurs, c'est à vous que je vais passer la parole maintenant, peut-être pour bien que vous nous présentiez un petit peu quelle est la réalité des entreprises dans lesquelles vous travaillez, et puis comment vous réagissez aux propos de Charles, comment est-ce que ça vous inspire pour ces questions d'avenir, de souveraineté, la question de l'approche environnementale, mais pas que, sociale et coopérative éventuellement. Si vous voulez, moi j'ai pas de problème. Vous voulez me garder en fait. Mais voilà, vous en avez un pour toi. C'est bon? Eh ben c'est parfait. Donc Thierry Laforie, je refais vite fait, délégué syndical à Safran. À Issoudun, donc Safran, c'est 100 000 salariés au monde, 60 000 salariés Europe, 40 000 salariés France. Et on va descendre, c'est 1800 salariés à Issoudun. Donc plusieurs branches, motoristes, donc on pourra en parler, moteur d'avion. Et à Issoudun, on fabrique des sièges pour l'aviation civile et des sièges hélicoptères. Donc, Safran, politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Bon voilà, c'est une norme ISO, c'est décidé au niveau de l'Europe. Bon voilà, les 7 piliers de ça, c'est la gouvernance de l'organisation. En fait, ces points et que derrière nous, la CGT, à chaque fois, on veut leur expliquer des choses, c'est compliqué, mais donc, gouvernance de l'homme, j'ai pris des notes, gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail très importantes, l'environnement, bien sûr, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés, le développement local. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà. Donc, effectivement, comme disait Charles, une entreprise, c'est aussi sa position dans un territoire. Donc nous, on s'est rendu compte, alors effectivement, il faut le dire, depuis 2011, Safran est au CAC 40. Donc on a l'impression que en fait, la RSE, c'est pas forcément ce qui les fait le plus rêver. Donc ce qui les intéresse, on a quand même l'impression, c'est le cours de l'action. Donc nous, on est intervenu plusieurs fois. On a fait des remontées de terrain ou des exemples flagrants, je vais en donner. C'est par exemple, on a discuté un accord intéressement et on est les seuls, donc la CGT, à avoir voulu mettre en place un critère environnemental.
c'est un début, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'était pas une notion qui était rentrée dans ce critère intéressement. C'était les résultats de l'entreprise, c'est est-ce qu'on fait des bénéfices, est-ce que les entretiens préalables sont faits à jour, est-ce que toutes ces choses-là. Nous, on a dit, à un moment donné, on n'a pas le choix. On est sur un territoire, on a des salariés, on consomme de l'énergie. Donc on a réussi à mettre ce critère en place, ça n'a pas été une moindre mince affaire. Donc en fait, c'est simplement la consommation de kilowattheure à l'année par salarié. Donc c'est mesurable. Et ça bonifie ou pas l'accord intéressement. Nous sommes la seule organisation syndicale à avoir mis ça, mis ça en place. Bien que nous n'avons pas signé l'accord intéressement, puisque nous on considère que ce n'est pas une forme de rémunération et que notre cheval de bataille, c'est vraiment les salaires. On a aussi un paradoxe. C'est par exemple, ils vont faire en sorte de trier les déchets, ou en tous les cas d'essayer de les revaloriser. Néanmoins, on se rend compte qu'on fait par exemple venir les pièces de Chine ou de Tunisie. Donc on leur a dit arrêtons le low cost, ayons une industrie de qualité, utilisons les filières courtes. Nous avions des usineurs à Issoudun, on a des sous-traitants on a fermé les boîtes pour aller faire venir des pièces de Chine. Donc maintenant, on apprend que les Chinois sont des usineurs. Une nouvelle chose. Donc voilà, c'est là où on dit qu'une entreprise a un rôle sociétal. C'est que le gros mastodonte du coin ne peut pas tout spolier. Tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire en chantage à l'emploi, on récupère des parcelles de terrain à 1 euro. André Léniel, c'est le maire de la ville, était ravi d'avoir fait un village entreprise. Et ben nous sommes arrivés. Alors on connaît, hein, ça a frappé à la porte. Si on ne prend pas, on s'en va. Donc forcément, honnêtement, 1800 salariés Issoudun, si la boutique ferme, Issoudun c'est ville morte. Donc monsieur le maire n'a eu que cette solution, c'est-à-dire de louer les locaux à 5 francs. Alors qu'initialement, ils étaient prévus pour des petites entreprises. Voilà, je finirai avec ça, mais sur le fait que, alors la CGT a interpellé lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Réellement, la direction Safran, alors on a fait un tract, on en fait effectivement. Le titre, c'était Cohésion sociale. Et vraiment, il y a un sujet qui nous, on pense que si on ne le prend pas par le corps, et on ne pourra pas aller vers une industrie verte, c'est inclure les salariés dans les décisions de l'entreprise. Alors jusqu'à aller prendre la gouvernance de l'organisation, pourquoi pas. Mais c'est vraiment tout ce qui est recherche et technologie, et recherche et développement. C'est à ce moment-là que en fait, la participation responsable, elle se fait à ce niveau-là pour nous. Merci beaucoup. De rien. Vous avez respecté le temps, c'est super. Bon, je vais reprendre la suite. Donc Thierry a bien expliqué. Nous, déjà, rien que le fond de pensée de la CGT, c'est qu'il faudrait revenir quand même au circuit court, parce qu'on parle pour l'alimentaire. Circuit court, mais ça pourrait très bien marcher aussi pour l'industrie, parce que on parle ça doit être le modèle Peugeot 208, ok, assemblé en France, mais pas fabriqué en France. Donc on voit quand même qu'il y a des gros problèmes. Nous, par contre, maintenant, au niveau de l'entreprise, moi, ça va faire 32 ans que je suis dans cette entreprise, donc c'est une fonderie sous pression. C'est des machines à mouler. Et quand je suis rentré, ces machines-là étaient posées, on va dire, carrément sur le sable. Donc les rejets, ça partait directement dans le sol, etc., etc. Donc on avait le CHSCT, on a travaillé quand même là-dessus.
pour qu'il y ait simplement des bacs de rétention pour récupérer les huiles. Bon, déjà, la direction était contente, parce qu'il faut toujours, si on veut arriver à sensibiliser la direction, il faut parler d'argent. Sinon, l'environnement, je vais vous dire un truc, si vous arrivez à leur convaincre qu'ils peuvent gagner de l'argent, là, ils ont les oreilles qui commencent un petit peu à s'ouvrir. Donc on a même réussi à faire embaucher quelqu'un qui s'occupe maintenant de ça, de tout vérifier, aussi bien les fuites, pression d'air, pression hydraulique, etc., etc. Et on a fait installer aussi des choses très simples, hein, des détecteurs de lumière, sensibilisation au niveau du personnel aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut impliquer aussi le personnel. Si on gaspille, je veux dire, pour gaspiller, ça ne sert à rien. Et comme a dit Thierry, on peut mettre ça après dans un accord d'intéressement et on peut intéresser les salariés parce que bon, il ne faut pas se cacher, dans le monde où on vit, il n'y a que l'argent qui compte, hein, il n'y a que ça qui intéresse les gens. Donc pour les sensibiliser, voilà. Après, avec notre direction, eh ben, ils ont été un peu embêtés quand même avec l'ADRIR au niveau du rejet des eaux. Donc on a réussi quand même à les convaincre, parce que c'est un bel investissement, de faire, comment dirais-je, des adoucisseurs d'eau, mais à grande échelle. Et on a été aidé par un cabinet, parce qu'on a le droit de prendre aussi des cabinets, parce que moi je ne suis pas vraiment expert environnemental. Hein. J'ai des idées, mais après je ne suis pas capable, chacun son métier. Et on est arrivé aussi à faire ça. Voilà, les machines avant. Parce qu'il faut lier aussi ça aux conditions de travail. Parce que, si vous voulez, la machine, comme ça s'ouvre, c'est un moule à gaufre. Et il y a une espèce de potillage qui est envoyé là-dedans pour éviter que la pièce colle quand on démoule. Et on a réussi à faire mettre des hottes, justement, en disant que c'était pour les salariés, mais ça fait quand même moins, ça part plus dans l'air, il y a des filtres, c'est recyclé, etc., etc. Donc il faut déjà associer, pas avoir peur d'aller... déjà, il faut demander à l'opérateur qu'est-ce qui lui conviendrait. Parce que moi, j'estime que le gars qui est sur le poste, c'est lui qui connaît le mieux son métier. C'est pas le bureau d'études. Le bureau d'études, ok, il a son boulot, il est là pour développer, mais c'est vraiment l'opérateur qui connaît son métier et qui peut apporter, on va dire, des solutions. Hein. Donc après, faut tous mettre... en tout cas, on n'a pas le choix. Hein. Après, il peut y avoir aussi des améliorations de bâtiments. Là, on voit, parce que nous, on a pris la grêle, ça doit être en 2022, je crois, à peu près dans l'Inde. Nous, il y avait des trous comme ça dans le toit de l'usine. Et ben bon, ils ont changé de matériaux. Maintenant, c'est des peintures claires qui reflètent la chaleur, comme ça évite de mettre des clims aussi. Vous savez, il y a toujours des moyens, parce que aller au direct, non, il faut réfléchir, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Parce que mettre une clim directement, alors avant d'avoir essayé de trouver le problème, c'est là, il faut analyser, et je pense que c'est le CHS, ou le S, je ne sais plus comment on appelle ça, ouais, enfin bref, c'est le même rôle. Et voilà, c'est leur métier, ils ont des heures pour ces fonctions, et voilà, c'est comme ça. En tout cas, on n'a pas le choix, parce que sinon, on va aller toujours dans Et l'industrie, si on travaille bien, je dis bien si on travaille bien, hein, ça polluera de moins en moins, mais après, il faut mettre des moyens. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les moyens financiers, il faut sensibiliser les gens. Et nous, maintenant, on a un coordinateur, on appelle ça HSE, alors qu'avant, il n'y en avait pas. C'est une personne qui s'occupe uniquement de l'environnement. Et la direction l'a mis, parce que bon, maintenant, il y a les audits avec les clients, ils sont un peu aussi obligés, mais ils se sont rendus compte quand même que c'est bénéfique. Parce que s'ils gardent le poste, il ne faut pas rêver, c'est pas simplement pour faire de l'emploi, c'est qu'ils ont vu que voilà, ça rapporte un peu plus. Donc voilà, il faut essayer de les tutiller sur le porte-monnaie, parce qu'ils ont le porte-monnaie relié au cœur. Donc voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pascal Charbon, je suis délégué syndical central du groupe Barilla. Hein, autrement dit, dans la région, en fait, on travaille pour la marque Harris. Hein, effectivement. Alors, le slogan de Barilla, hein, c'est bon pour nous, bon pour la planète, on va savoir. Hein. Donc, on a été racheté en 2003 de façon complète. Donc, extrêmement intéressé sur la planète. Donc,
En fait, j'ai aussi un mandat européen, un comité européen, donc j'ai interpellé pas mal de fois effectivement la boîte. Et on s'aperçoit quand même, quelque part, que le groupe a vraiment avec les patrons, nous on est un groupe familial, on n'est pas dans une multinationale. Hein. Donc effectivement, ils ont à cœur, effectivement, tout derrière, certainement aussi une pensée mercantile, hein, comme diraient mes camarades, mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui est fait, hein, notamment, alors je vais vous donner des chiffres, hein, parce que j'ai demandé à ma direction de donner des chiffres. Ils m'ont tout donné, je vois même plus les machins. Ils sont extrêmement sur ce domaine-là, extrêmement transparents, on pourrait dire. Hein, et à ce propos-là, je vais vous dire une annonce qui a été faite aussi dans la République de la région. Attendez, je ne suis pas forcément et ça va dans la démarche de Barilla. Hein, on parle de RSE, hein, de Barilla, hein, comme disait mon camarade, et en plus particulièrement, en fait, voilà. Donc, non, c'est pas celui-ci. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Je l'ai zappé. Mince. Oui, c'est ça. Effectivement, ils vont investir 6,5 millions d'euros en fait, hein, pour réduire de 1300 tonnes à l'année d'émissions de CO2. C'est-à-dire qu'ils vont changer toutes les chaudières à gaz, etc. Hein. Et c'est dans les démarches, il y a une démarche jusqu'en 2030. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont faites. Hein, je me fais un peu le VRP de la boîte, hein, je suis désolé. Hein. Mais bon, je vais y arriver, hein, je vais vous donner des chiffres. Effectivement, ils ont réduit, rien que sur la France, depuis 2009, 43% sur les émissions de CO2. Donc ça représente, hein, ils ont investi de 2009 60 millions d'euros quand même pour la décarbonisation. Là, je sais qu'il y a un grand projet aussi de récupérer la chaleur de la boîte. L'eau aussi, récupérer l'eau. Après, la difficulté de récupérer l'eau, on ne peut pas la mettre dans le process. Voilà, je sais que dans les process, ça consomme pas mal d'eau, hein, on fait du pain. Hein. Je sais qu'ils ont réduit de 50%, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté effectivement financier derrière, hein, de réduire l'eau, la pâte, etc. Mais voilà, les déchets. Donc nous, effectivement, on est intéressés aussi sur l'intéressement sur le tri des déchets, etc. Nous CGT, on a signé parce qu'on était demandeur effectivement de valoriser les déchets, le traitement des déchets, comment ils sont faits, etc., la valorisation, et effectivement, on a un intéressement qui peut atteindre, c'est une somme assez conséquente, effectivement, c'est pas un salaire, comme disait mon camarade, mais je pense qu'on a un gros à faire là-dessus, effectivement. Hein. Effectivement, bon, il y a aussi une démarche au niveau des agriculteurs français, hein, blé français, c'est des circuits extrêmement courts. L'huile est française, il n'y a plus d'huile de palme, etc. Et les recettes, ils mettaient un tas d'adjuvants, etc. Et quelque chose comment ça s'appelle, le conservateur, hein, c'était du propionate de calcium, hein, qui vient principalement du Canada. Et en fait, maintenant, il n'y a plus ça. En fait. Dans la recette Barilla, la recette des pains, il n'y a plus grand-chose. Ils ont fait un effort extrêmement là-dessus. Depuis qu'on est retrouvé par les Italiens, par contre, hein, il y a quand même énormément de choses de fait. Alors, je vais vous partager quelques chiffres, si j'arrive à les retrouver. Plutôt la France. Oui, ils aident aussi les agriculteurs à eux aussi aller dans le bio, etc. C'est vrai, ils versent à peu près de 200 000 euros à chaque agriculteur. Il y a quand même, oui, comme je vous le disais, 48% de réduction de l'empreinte carbone depuis 2009. Hein. Bon, après, là, le grand défi, c'est de changer le plastique, de réduire le plastique sur l'emballage. Le problème, il est que, le réduire, oui, mais le supprimer, je ne pense pas. Mais effectivement, ils ont économisé rien qu'en réduction d'une certaine épaisseur ou au moins 160 tonnes de plastique supprimé sur l'année. Hein. Voilà, bon, il y a les déchets. Donc voilà. Bon, après, nous, on est basé sur Montier-Chaume, on est à peu près 400 salariés. Ouais. Merci beaucoup pour vos témoignages et puis tout ce que vous nous avez appris sur les initiatives, notamment environnementales, mais pas que. Il y a
une croyance qui subsiste quand même, comme quoi écologie et industrie s'opposeraient. Et du coup, on voit qu'il y a des convergences possibles. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur cet aspect-là des choses, s'il te plaît, Charles? Et puis après, je vous demanderai de donner votre point de vue également, messieurs. Merci beaucoup. D'abord, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir discuter dans ce format-là, donc, et d'avoir des témoignages qui viennent directement de personnes impliquées dans les industries. D'ailleurs, je voulais rebondir sur un point que vous avez, en tout cas, qui a été dit au moins à 2 reprises, sur d'une certaine manière, la place des salariés dans les décisions qui les concernent. Voilà, je pense que ça, c'est un sujet majeur, et qu'une des possibilités et une des conditions pour réussir à réorienter notre industrie, à réindustrialiser notre pays, ce sera d'associer celles et ceux qui sont concernés. Parce que là, on entend une sensibilité sur les questions écologiques. Elle n'était pas forcément au rendez-vous il y a quelques années. Si elle l'est beaucoup du côté des salariés. Moi, je peux vous dire, pour avoir fait un tour de France, avoir discuté avec beaucoup de syndicats, quand par exemple je parle des polluants éternels, partout où j'allais en France, il y avait des syndicats extrêmement sensibilisés sur la question. Je vous prends l'exemple de Seb, Tefal, vous vous rappelez de l'affaire Tefal, les poils, le lobby de la poêle, c'est comme ça qu'on a fini par l'appeler, qui, quand on a proposé une loi pour interdire les polluants éternels dans les ustensiles de cuisine, derrière, évidemment, le patron de Seb, il en a profité pour expliquer à ses salariés qu'il allait y avoir 2000 suppressions de postes, qu'il fallait supprimer des lignes de production, en omettant de dire qu'il savait déjà faire des poêles sans polluants éternels, mais qu'il voulait aller au bout du business lié à ces poêles, au PTFE, ce qu'on appelle le téflon, qui est collé au fond de votre poêle. Il voulait aller au bout du business, au détriment de la santé, des salariés, premiers exposés sur le sujet, et notre santé à nous toutes et tous. Ils savent faire autrement, mais ils veulent aller au bout. Donc ils ont fait un lobbying de dingue, ils ont réussi à renverser tous les députés macronistes, c'est pas toujours très difficile sur des sujets comme ça, et qui ont voté contre l'intégration des ustensiles de cuisine dans la loi. C'est interdit dans les textiles, ça va être interdit dans la cosmétique, ça va être interdit dans les fartes de ski, mais ce n'est pas interdit dans les ustensiles de cuisine. Vous comprenez, du côté des citoyens, pour qui l'alerte était quand même maximum. C'est-à-dire que moi, tous les jours dans ma poêle, je me mets un peu en danger, ou mes enfants sont en danger quand même, c'est ça la réaction des gens. Et globalement, il y a un syndicat, malheureusement, qui s'est fait embarquer dans le mouvement, pas celui que vous représentez, qui était présent. Le patron de Seb, il a payé la grève. Les bus, le jour de grève, il était présent au milieu des salariés. Et pendant ce temps-là, il y avait des salariés qui disaient, non, l'usine sait faire autrement. Et 2, sur ce sujet-là, c'est un sujet absolument déterminant. On ne peut pas continuer à produire et à mettre éventuellement en danger nos concitoyens, nos enfants, etc. Et je le dis, moi, une discussion, j'en ai eu avec la CGT, la CFDT, mais c'était la CGT qui était majoritaire là-bas, et qui avait, enfin non, qui n'était pas majoritaire, mais qui était plus importante que la CFDT, parce que c'était FO qui était majoritaire, et qui avait une ligne extrêmement claire sur les polluants éternels, c'est un vrai problème. Et partout où je vais, ils m'en ont parlé. Et donc, il y a un travail qui est fait à l'intérieur de la CGT sur ces sujets-là. Donc je veux dire, ça, c'était il y a quelques années, ça n'existait pas vraiment. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant là-dedans, je trouve, c'est qu'il y a des alliances qui se fabriquent entre celles et ceux qui sont dedans, qui ont les mains dans le cambouis, et celles et ceux qui, de l'extérieur, pouvaient interpeller sur le caractère problématique d'une part de nos activités industrielles. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas un problème. Quand tout à l'heure je discute avec le patron de la CCI sur le data center de Google, il dit mais il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Tout va bien, c'est l'eau, mais on a à Châteauroux des sources très importantes d'eau, il n'y a aucun problème. Quand on lui dit c'est Google, donc la souveraineté de nos données, mais non, mais il n'y a pas de problème. Tout le monde aime les Américains à Châteauroux, c'est ça qui a été dit. Tout le monde aime les Américains à Châteauroux. Voilà. Et donc du coup, et puis c'est des emplois. Et moi, quand on demande le nombre d'emplois, moi j'ai des chiffres, on m'a dit 150 à terme. Il dit mais non, c'est beaucoup plus. Combien? Pas un chiffre, rien, pas un élément. Et ce modèle-là, voilà, ce modèle-là, c'est celui qui nous emmène vers l'industrie toxique, qui nous emmène, vous avez raison, il y a des sujets d'argent. Évidemment qu'il y a des sujets d'argent autour de tout ça, et au détriment de notre santé et des emplois. Et donc, moi, je prends comme une bonne nouvelle que cette question de l'écologie se mêle à la question sociale, et que ça soit au cœur des préoccupations des salariés. D'ailleurs, je le dis, on devrait aller beaucoup plus loin dans les attributions des CSE,
des comités sociaux et économiques dans les entreprises, où on dit qu'il y a une négociation environnementale qui existe, mais elle est appuyée sur rien. Il y a des bases de données sociales et environnementales, mais quand on les a, on n'a pas, elles sont jamais complètes, difficiles à décrypter, et que la capacité à négocier sur cette question-là, franchement, elle est malheureusement pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Et je vais vous dire, dans mon tour de France, partout où j'ai été, quand je rencontre, je vais vous raconter 2 histoires, vous allez voir que c'est une réalité. Quand je rencontre des salariés de Mondelez, vous connaissez Mondelez, hein, voilà, voilà, vous connaissez Mondelez, qui fabrique les petits bonhommes lus, là, vous savez, les petits nounours lus, là. Moi, j'ai vu les chaînes qui fabriquent les petits bonhommes lus, là. 30 000 à l'heure, ça tourne, là. Il y a un gars qui regarde si le petit nounours, il est bien dans la chaîne, sinon il le remet devant, et puis il y a quelques-uns qui sont là à faire le mélange et tout. Et les patrons nous expliquent combien ils investissent dans la communication, parce que le snacking, finalement, c'est pas ce qu'on pensait. C'est pas mauvais pour notre santé, c'est bon pour notre santé. Vous ne le saviez pas. C'est bon pour votre santé de manger, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger faites ce que vous voulez d'ailleurs, des nounours lus. Mais on nous explique combien, en fait, on s'est trompé, combien tout a été amélioré. Tout est extraordinaire. Et puis quand je discute avec les salariés, ils me disent 2 choses. Première chose qu'ils me disent, en fait, tout le monde aujourd'hui veut du fait maison. Tout le monde est en train de changer dans sa vie, c'est vrai. Plein de gens changent son alimentation, et ça, à tous les étages. Il n'y a pas que les gens bien informés, il y a des tas de gens qui sont sensibles à ces questions-là. Et nous, on est en train de mettre un pognon de dingue pour convaincre les gens qu'il faut continuer à manger du snacking, dont on sait, de sources assez sûres et partagées, que c'est moyen quand même pour la santé. On a un certain nombre de... Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais manger beaucoup de lus, de petits bonhommes comme ça, ce n'est pas absolument extraordinaire pour notre santé. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que ceux qui ont le moins de capacité à acheter sont ceux qui sont les plus vulnérables sur l'accès à une alimentation de qualité, quand ils n'ont pas toujours les moyens, qui vont se retrouver parfois à l'aide alimentaire à ne pas choisir ce qu'ils vont manger, avec des produits ultra transformés. La malbouffe dans notre pays, c'est 19 milliards d'euros par an. 19 milliards d'euros par an. Et les salariés me disent, nous on ne comprend pas qu'ils ne changent pas de stratégie, qu'ils restent sur une stratégie à l'ancienne. Et deuxième élément qu'ils me disent, ils ont dû vous raconter que les œufs venaient à côté de Besançon, parce que c'était à Besançon. Je dis, ah oui, c'est vrai, ils m'ont dit ça. Il me dit, oui, mais enfin, ils m'ont dit quelques œufs viennent d'à côté, mais tous les achats chez Mondelez sont centralisés. Et donc, à l'usine, à Besançon, ils ne peuvent pas décider des achats. Ils ne peuvent pas décider des achats. Et que la plupart des achats ne se font pas du tout dans le territoire. Ouais. Par contre, on va mettre en avant les quelques œufs qui ont été achetés chez le producteur d'œufs du coin pour vous raconter une histoire qui, structurellement, n'est pas possible. Voilà. Tel que fonctionne Mondelez. Et je veux vous dire, les salariés, c'est eux qui m'ont dit ces 2 éléments-là. La direction m'avait aussi, au passage, dit, bon, quand même, les impôts de production... Il faudrait aller un peu plus loin que ce qui a été fait pendant les 7 ans qui viennent de s'écouler. Et puis bon, vous comprenez la concurrence, il faudrait quand même lever un certain nombre de normes. Voilà, je vous le fais un peu court, mais c'est ça que j'ai entendu. Et ça, je l'entends à plein d'endroits. Et c'est pour ça que je dépose une proposition de loi pour que les salariés rentrent dans les conseils d'administration des entreprises de manière beaucoup plus importante qu'ils ne le sont aujourd'hui. Moi, je propose qu'il y ait 50% de salariés, 50% de représentants du capital. Et qu'à ce prix-là, on aura des discussions, peut-être dans les entreprises, qui auront une autre nature, une réorientation autre de l'activité des entreprises. Je propose à partir de 250 salariés, ce qui nous mettrait plus loin que l'Allemagne, mieux que l'Allemagne, parce qu'on est dans les derniers de la classe aujourd'hui, on serait possiblement dans les premiers de la classe. Donc je crois profondément à l'idée qu'une entreprise, c'est un objet collectif, que ce n'est pas la propriété simplement des détenteurs du capital, que les détenteurs du capital voient la rémunération du capital croître bien plus vite que la rémunération des salariés. Et que si on veut changer et penser une réindustrialisation, elle n'existera pas sans conquête sociale. Donc ça, c'était sur le volet... Ça, je vais plus court sur le volet écologique parce que je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont déjà mis sur la table dans les témoignages qu'on a eus là. Mais évidemment, il y a bon nombre de nos activités industrielles qui ne seront pas tenables si on ne prend pas en considération les limites planétaires. On peut le prendre dans tous les sens, c'est physique. Il y a un certain nombre d'éléments qui ne seront pas possibles. Vous avez parlé du plastique. Dans le moment dans lequel on est, il y a la négociation d'un accord international pour réduire la production de plastique de 80% dans le monde. Avec l'idée de sortir du plastique. Rappel, plastique égale
Pollution, mais égale quoi? Pétrole, voilà. C'est juste parce que des fois, le plastique, on le regarde juste dans son impact en termes de pollution. Mais l'origine du plastique, c'est le pétrole. On a un problème, il faut sortir du fossile. C'est pas juste au point de vue énergétique, c'est aussi dans ce qu'on fabrique. Donc du coup, on va attendre que tout se casse la figure pour pouvoir le... C'est-à-dire on négocie cet accord, mais dans le même temps, on ne change rien dans les filières de la pétrochimie du plastique. Je ne dis pas en France, hein, je parle à des échelles plus larges. Moi, je vous le dis, il faut anticiper ces changements-là et il faut accompagner les transformations dans ces filières-là dès maintenant. Il y a des filières qui vont décroître, qui sont déjà en décroissance. Je vais vous le dire. Dans l'automobile, on ne fabriquera plus jamais autant de véhicules qu'hier. On va en faire différemment. On va en faire mieux. On va les faire plus petits, j'espère. Pour l'instant, ce n'est pas la tendance, parce qu'on a malheureusement est parti sur des véhicules de plus en plus lourds. Le peu de gains qu'on a fait, on l'a perdu en faisant des véhicules énormes qui ont plein de problématiques, de pneus qui émettent des particules fines, de consommation d'énergie, de place prise, etc., etc. Mais ces filières-là, on le sait ça. Est-ce qu'on va attendre de voir tous les sous-traitants de l'automobile se casser la figure, ou est-ce qu'on va anticiper les changements qui sont à l'œuvre, accompagner les transformations qui vont avec? Ça s'appelle la planification, mais la planification, c'est pas juste il n'y a qu'un faucon. C'est des objectifs, c'est une méthode et c'est des moyens. Et les moyens, c'est de l'argent public correctement orienté. C'est de l'argent public corrélé à des résultats attendus. C'est de l'argent public sur lesquels les salariés, puisqu'ils seront dans les conseils d'administration, et voire même on pourrait le penser dans les CSE, auraient un regard sur l'usage qui a été fait d'argent public. Imperial Wheels, beaucoup d'argent public investi, et j'ai dit tout à l'heure truand, peut-être que ça paraît excessif, mais quelqu'un qui n'en était pas à ses premiers coups, qui part en partant avec les machines-outils qu'il va pouvoir garder, parce que c'est sa propriété, il n'a pas fait les 9 lignes de production, si ma mémoire est bonne, qui devaient être faites, et on laisse des gens sur le carreau. Voilà, ça, moi cette histoire, je la vois se répéter plein de fois, et je pense que elle ne doit plus exister. Il doit y avoir un regard, tant des salariés que de la puissance publique, pour orienter les activités, les conditionner à un certain nombre de réussites en matière écologique et sociale. Elles doivent être aussi conditionnées sur ce dont nous avons réellement besoin. Et ça, c'est pour moi le point le plus difficile, le nœud le plus compliqué sur lequel la bataille se mènera demain, à mon avis. C'est qu'on a besoin de produire, mais il y a beaucoup de choses dont on n'a pas besoin. Il faut qu'on calibre ce que l'on produit sur ce qui nous est réellement nécessaire pour satisfaire nos besoins sociaux. Et c'est là où le débat est complexe. Parce que qui c'est qui décide de ce dont on a besoin? Je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est parlant. La fast fashion. A-t-on besoin de cette mode d'industrie jetable qui... Shein, j'arrive jamais. Shein. 1000 marques par jour mises en ligne. Voilà. Ça... C'est du vêtement jetable qui vaut rien, tout le monde se jette dessus, évidemment. Voilà, ça séduit plein de monde. Mais c'est une catastrophe écologique. Et c'est une catastrophe sociale, parce qu'il faut voir dans quelles conditions tout ça est fabriqué. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Mais il faut réussir à collectivement être convaincu qu'on n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on arrive à déterminer ce que l'on va mettre en marché. Il faudra définir des quotas de ce qu'on met en marché. Il faudra se dire quelles sont les activités industrielles dont nous avons réellement besoin. Et pour l'instant, tout est basé sur la logique de l'offre. Sur la logique de « on va vous vendre quelque chose ». Que vous en ayez besoin ou pas, on va vous le vendre. Et on va tellement habituer toute la société à en avoir besoin que tout le monde va en acheter. Parce que sinon, vous n'êtes pas dans la société. Je veux dire, moi, quand j'entends « bah oui, mais alors, au lieu de s'acheter un téléphone portable, il ferait mieux de s'acheter à manger ». On entend cette petite réflexion-là. Hein, voilà. Bah, je vais vous dire, ça, c'est pas un téléphone portable, c'est un terminal. Il y a tout dessus. Tout est organisé maintenant à partir de ça, hein. Imaginez la vie sans ça. On a fait en sorte que ça ne soit pas un besoin, mais une dépendance. Voilà. Donc ça pose toutes ces questions-là. Et donc si on doit repenser notre modèle industriel pour qu'il soit soutenable, il faut tenir compte des limites planétaires. Il ne doit pas émettre de gaz à effet de serre. En tout cas, on doit réduire très sérieusement nos émissions. Il ne doit pas impacter la biodiversité. Il doit prendre en considération la disponibilité des matières premières, énorme sujet à venir, dont on parle trop peu. Matières premières, les métaux rares, par exemple. Quand je dis rares, ils ne sont pas rares, en fait. Ils sont peu disponibles, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de coût, pour des raisons que certains, par exemple, je pense au gallium.
Le gallium, vous le trouvez toujours avec l'aluminium dans le sol. Donc si vous voulez du gallium, il faut extraire beaucoup d'aluminium. Ouais, et donc voilà, et c'est compliqué, ça coûte tout cher, et ça a évidemment des impacts. Toutes ces questions-là, évidemment, notre industrie demain, elle doit être conditionnée là-dessus. Et malheureusement, comme on est dans la logique de l'offre, on continue de développer sans se préoccuper de la capacité à le faire. Lithium, batterie électrique, l'archétype. On a dit, on va tous passer, on l'a tous dit. C'est bien les voitures électriques, c'est bon pour la planète, etc., etc. On est parti à fond là-dessus. Puis là, on est au moment où on se dit, ah ben mince, on a quand même un sujet, est-ce qu'on est capable de les produire? Est-ce que les batteries, on est capable de les recycler? Et le lithium, on continue avec le lithium chinois, extrait en Chine ou raffiné en Chine, parce qu'ils ont mis la main mise sur pratiquement tout le raffinage à l'échelle internationale. De tous les métaux dont on parle qui sont absolument nécessaires, ils n'en ont pas tous dans leur sous-sol. Nous, on a des sous-sols où il y a des choses. Hein. C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? On dépend des Chinois? On va vraiment vers la voiture électrique? On n'y va pas? On fait des mines en France? Et si on en fait, on les fait à quelles conditions? Vous voyez, toutes ces questions-là, on n'a pas le droit de ne pas y répondre. Moi, je n'y réponds pas tout seul. Je pense que c'est des sujets démocratiques et que ça nous concerne tous. Et que si demain, il doit y avoir des mines, on aura discuté de ces mines-là, à quelles conditions on va les faire. Moi, je ne confie pas au marché la responsabilité de savoir s'il faut le faire et comment il faut le faire. Parce que ça, je suis à peu près sûr que demain, on aura un gruyère, qu'on aura des trous partout, qu'on aura confié ça à des gens qui vont faire ça pour le fric, vous l'avez dit, et pas dans une perspective de respecter nos santé, notre avenir et l'avenir de nos écosystèmes. Donc, il y a des réorientations profondes qui tiennent à l'idée d'une économie des besoins, et pas une économie de l'offre, qui tiennent au fait de prendre en considération les limites planétaires. Il y en a 6 sur 9 qui sont dépassées. Les pollutions, par exemple, les toxiques, la présence des toxiques dans l'environnement, le climat, vous le savez, la biodiversité, ça c'est absolument incontournable. Et le troisième pilier, on en a déjà parlé avant, tout ça ne se fera pas sans nouvelle conquête sociale. Voilà. Moi, je suis à la conviction que l'élément qui nous fera réussir ça, c'est le fait de jouer collectif. Merci Charles. Je vais vous inviter à réagir sur ces 3 piliers évoqués par Charles. On peut changer le tour de parole. Qui c'est qui... Oui, je veux bien. Oui, il parlait tout à l'heure de l'électrification des véhicules. Bon, ok, mais on voit quand même qu'on va dans du grand n'importe quoi, les gros SUV. Genre, admettons les 3008, 5008. Bon, je ne suis pas spécialiste de voitures, mais c'est des voitures qui ont des batteries de 2,5 tonnes. Et ça consomme énormément. Nous, à la CGT, on n'est pas contre la voiture électrique, mais il faut faire un mix. C'est ça ce qu'on dit. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais parce que bon, je m'occupe pas mal de la branche automobile, la Gazelle, ça s'appelle. Je vous invite à regarder sur Internet. C'est une entreprise à Bordeaux qui fait une petite voiture électrique. Qu'est-ce que ça ressemble, on va dire, peut-être à une 4L, hein, pour vous schématiser à peu près. Mais vous pourrez regarder sur Internet. Non, mais là, c'est pas la 4L de Renault, hein, là, c'est une autre 4L. Donc, c'est une petite voiture qui est idéale pour le département. Elle a 200 km d'autonomie, donc ça suffit largement pour aller bosser ou emmener les enfants à l'école ou venir. Bon, moi, je parle dans le département. Elle a une toute petite batterie, ça doit être, alors je ne suis pas un grand spécialiste, hein, ça doit être 40 kW, enfin c'est ridicule par rapport au gros, parce que là, maintenant on va même vous faire des Ferrari électriques. Alors là, je ne vous dis pas, les batteries, au niveau consommation, ça va être hallucinant, je parle d'électricité bien sûr, hein. Et voilà, il ne faut pas tomber dans... Parce que là, bon, l'Europe a décidé en 2035... justement que toutes les voitures doivent être électrisées, mais moi je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter aussi, parce qu'après comment on fera pour produire toute cette électricité? Moi je me rappelle quand même, ça fait 2-3 ans que toutes les centrales ne fonctionnaient pas, qu'on nous disait qu'il fallait foutre le chauffage à 19, pas plus. Donc après il faudra peut-être choisir entre charger la voiture pour aller au taf ou chauffer. Donc, avant de se précipiter, je pense, parce que là, c'est des technocrates qui ont pris ça, voilà. Il y a des mix à faire. Il y a l'hydrogène, alors pas pour les voitures électriques, parce que l'hydrogène, pour l'instant, ça revient très cher à fabriquer, c'est au niveau des réservoirs et tout, et là, ça coûte une fortune, mais ça peut être très bien pour, admettons, les bus, pour les transferts en commun. Donc, voilà, il y a plein de pistes, parce que là, voilà, il y a un phénomène de mode, on se lance là-dedans, et comme il disait... après, on va tuer, admettons, le thermique.
Mais si ça ne fonctionne pas vraiment comme on voulait, qu'est-ce qu'on fera derrière? Donc il faut associer et prendre le temps et pas faire ça à la hussarde. Et je vous invite, je ne suis pas vendeur de gazelle, mais vous regarderez sur Internet, c'est une petite voiture, c'est sympa, pas trop équipée. En plus, montée et fabriquée en France, les pièces sont faites en France, et avec un petit manuel de bricolage, c'est marrant, vous pouvez la monter vous-même. Donc, non, mais c'est vrai, hein. Parce que je peux vous dire, moi, bon, je travaille Eurocast, on fait des pièces pour les voitures électriques, un moteur électrique, on fait une grosse pièce du moteur électrique de la C3, je pourrais le montrer, je l'ai sur mon portable. Hein. Franchement, le C3, le moteur électrique, il est comme ça, on pourrait quasiment le sortir... je ne sais pas, vous tout seul, hein, ça n'a plus rien à voir avec le thermique. Dans un moteur thermique, vous avez 250 pièces, dans l'électrique, vous êtes à peu près à 40. Vous voyez, pour vous citer à peu près. Voilà, c'est ce que je voulais dire à peu près pour le véhicule. Merci. Pour rebondir un peu ce que disait Charles, en gros, convergence écologiste et syndicaliste, ouais, de toute façon, on n'aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Donc nous, la CGT, là-dessus, elle a une position très claire, c'est que réindustrialiser la France, c'est impératif pour élever les défis environnementaux et l'aménagement des territoires. Par contre, il sera aussi question de répondre aux besoins humains sur ces sujets, c'est-à-dire l'énergie, l'eau, les logements, les transports, l'alimentation et la santé. Il est nécessaire de relocaliser, centrer les industries sur les réponses aux besoins des populations pour garantir la souveraineté, notre souveraineté. On a une proposition, la CGT à ce sujet-là, en fait ça s'appelle, on voudrait mettre en place, alors après il y a des politiques, mais c'est la sécurité sociale professionnelle et environnementale. Nous on pense que dans les entreprises de 250 salariés et plus, si on prend 1,5% de la masse salariale, on peut dégager 2 milliards chaque année pour bien sûr faire ce qu'on doit faire. Dire que les travailleurs ne sont pas intéressés par l'écologie, ça c'est une construction idéologique qui intéresse certains, une caste. De toute façon, faire de l'écologie sans le syndicalisme dans l'entreprise, ça ne sera pas possible, puisqu'il faut savoir que la seule forme juridique qui est habilitée à signer les accords collectifs en entreprise, c'est les organisations syndicales. Et notamment, par exemple, sur les sujets énergétiques, la mobilité, l'alimentation et la gouvernance. Et je voudrais finir là-dessus. L'avenir de notre planète s'écrit avec notre travail. Sans transformer les entreprises et les services publics, la société ne peut pas répondre à l'urgence environnementale. Et je dirais, sans les travailleurs et les travailleuses, la transition ne sera ni juste ni suffisante. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Tu veux réagir un petit peu avant de passer la parole à la salle? Oui, après on peut passer évidemment à la salle. Bon, moi je partage ce que tu viens de dire en conclusion sur ça ne se fera pas sans les salariés, sans une vision juste. Je voudrais insister là-dessus. Ça veut dire qu'il faut faire du temps dans l'entreprise aussi un temps au service de tous ces sujets-là. Parce qu'il y a un petit problème quand même. Il y a un problème aussi de démocratie au travail. J'ai parlé tout à l'heure de l'entrée des salariés dans les conseils d'administration d'entreprise, mais je pense que si on veut améliorer un certain nombre de process, si on veut améliorer des gestes professionnels, si on veut peser sur des consommations X ou Y, c'est celles et ceux qui font, bien sûr, qui peuvent être accompagnés par des cabinets, tu l'as dit d'ailleurs, mais il y a là une forme d'intelligence dans le geste qui va être le moteur des transformations. Il faut que ça soit une affaire collective. Moi, je défends l'idée qu'on remette beaucoup plus de démocratie dans l'entreprise. Et je vais même vous dire, il y a une raison supplémentaire pour laquelle je défends ça. C'est qu'il y a des économistes qui ont fait un travail, qui ont démontré, que moins... il y a des données précises là-dessus.
que, moins vous avez la parole dans l'entreprise, moins vous prenez la parole dans la société. 2, que l'électorat du RN est celui qui a le plus d'emmerdes au travail, qui est le plus dans des situations conflictuelles, et qui, à un moment donné, traduit ça par un choix de vote. Voilà. Ça doit quand même conduire à se dire, le temps où les gens passent le plus de temps, l'endroit où les gens passent le plus de temps, c'est dans l'entreprise. C'est dans le travail. Voilà, parce que je dis ça vaut pour le service public, hein, ça vaut pour tout, ça vaut pour partout ce que je raconte là. Et 80% du temps éveillé, il est passé au travail. Et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir penser autrement l'avenir de notre industrie, l'avenir de notre société. C'est en s'appuyant sur ce qui se passe. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est par notre travail. Voilà. Et moi, je défends une autre proposition de loi. D'abord, je veux remettre en place les CHSCT, parce que je pense que c'était une erreur fondamentale que de les supprimer. Et je propose, en lien avec un économiste, de créer un nouveau statut d'un délégué au travail réel. Alors, je vais m'expliquer pour expliquer ce que c'est. Lui, il dit, dans le travail, l'économiste c'est Thomas Coutreau, il dit il y a le travail prescrit, c'est celui des managers, c'est celui qui vient un peu d'en haut, et puis il y a le travail réel, c'est celui que les gens mettent en œuvre. Et heureusement que c'est toujours le travail réel qui, au bout du bout, existe. Parce qu'en fait, il y a toujours un décalage entre ce qu'on vous dit, les cadences par exemple. On vous dit, voilà, il faut produire tant. Moi, j'étais chez Finia, qui fait de l'injection pour les voitures, ça s'appelait Delphi avant. Ils nous disent, avant, on nous disait qu'il fallait faire 10% de marge, maintenant, tout est calibré pour qu'on fasse 20% de marge. Et il dit, entre-temps, nous, on a vieilli. Donc, on nous demande des cadences, des niveaux de production, franchement, complètement délirants. Ouais. Et ça c'est le travail prescrit. C'est pas le travail réel. Le travail réel, c'est celui que font les gens. Et l'idée, c'est d'avoir un délégué formé qui puisse regarder dans le collectif de travail pour choisir les organisations de travail, pour choisir les meilleures organisations de travail. Il y avait les lois Auroux qui avaient eu pour but un peu de faire ça, mais qui ont foiré complètement, mais qui n'ont absolument pas apporté ça. Et moi, je suis pour qu'on remette la démocratie dans le conseil d'administration et de surveillance, mais aussi dans l'atelier. Parce qu'à ce prix-là, je vous promets, moi je pense qu'on changera beaucoup de choses et qu'on pourra faire de l'entreprise un objet collectif au service des transitions dont nous avons parlé jusque-là. Moi, je pense que ça passe par là. Parce que sinon, vous aurez toujours celui qui a le sentiment de subir ce qu'on lui demande. Il ne sera pas la partie prenante de la transformation s'il a le sentiment de subir sans arrêt des ordres et des contre-ordres. Quand je vais chez Finia qui me disent, on nous a dit, il faut arrêter les moteurs thermiques, c'est terminé les moteurs thermiques, alors nous, on ne fait que des moteurs thermiques. Enfin, des injections pour moteurs thermiques. Et on avait une partie électrique, mais ils ont séparé l'entreprise et ils ont vendu la partie électrique. Donc nous, on n'a gardé que la partie injection pour moteur thermique. Alors ils se disent, en fait, ils ne veulent pas qu'on continue. Donc, mais s'il y a un nouveau projet financé par la région, on va faire de l'injection hydrogène. Je dis, les moteurs hydrogène, ce sont des moteurs thermiques, qui font appel donc à des compétences qui étaient, pour certaines, disponibles dans les moteurs thermiques. Voilà. Mais on est en train de les perdre. Donc là, il y a un espèce de stop and go. On a dit on va faire des voitures électriques, on a poussé le curseur tellement loin. Mais du coup, on ne s'est pas donné les moyens qui vont avec. Et donc là, on met dans des situations intenables. Et la réaction des salariés, c'est de dire, non, mais là, nous, notre site, il va mourir. Donc, voilà. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que la vision, elle soit claire, que le plan, il soit clair. Sinon, les gens, ils n'adhèrent pas au plan. Voilà. Et je pense qu'on peut construire ces plans avec les salariés et ils adhéreront à ces plans de transformation si eux en voient la valeur à ajouter. Mais si on leur fait des plans comme on a fait sur l'automobile là, c'est catastrophique. Franchement, je vais vous dire, là, ils voient les sous-traitants qui se cassent la figure, ils voient les tergiversations, ils voient même des gens sympathiques comme Kretinsky. Vous voyez qui c'est, Kretinsky, qui tient des médias, etc. Eh ben, il passe son temps à racheter tous les actifs carbone, les trucs les plus pourris. L'avant-dernière centrale à charbon à Saint-Avold, rachetée par Kretinsky, parce qu'ils se disent qu'il y a encore un peu de business à faire là-dessus. Alors, voilà, quand vous êtes là-dedans, vous dites c'est quoi, on nous dit qu'on va sortir des fossiles, puis tu as un gars qui vient, et nous on vend, on accepte de vendre sans intervenir, alors qu'il y a le décret Montebourg qui permettrait parfois d'éviter ça. On laisse se vendre des bijoux de famille. Vancorex, qui fabrique du chlore, je crois, pour le nucléaire. Voilà, je ne suis pas un fan du nucléaire, vous pouvez l'imaginer, mais je pense qu'il faut qu'on maîtrise la chaîne de valeur tant qu'il y en a. Voilà, il vaut mieux que ça soit fait là. Et ben, on a bradé l'entreprise, c'est les Chinois qui l'ont racheté. Le problème, c'était la concurrence chinoise. C'est réglé le problème. C'est eux qui ont racheté. Et on a divisé par 3 le nombre de salariés. Ça s'est passé il y a 3 mois, ça. Il y avait un projet de reprise par les salariés, impossible. Alors que là, il y avait sans doute
des perspectives. Voilà. Et donc, je partage vraiment la formule qui dit que c'est par notre travail qu'on réussira la transition écologique. À vous la parole si vous avez des questions. On peut faire circuler le micro. Je vais y arriver, je crois. Tu es Non, je vais demander à Florent parce que tu viens d'évoquer les Chinois et Eurocast, si j'ai bien compris, enfin, a failli être acheté par une saloperie de mec d'extrême droite là, qui a lâché au dernier moment. Et puis finalement, ça serait les Chinois. Voilà, je veux savoir comment vous réagissez en tant que structure syndicale, quelle était votre réflexion là-dessus. Alors déjà, on aura plus de terrain, parce que déjà, moi, je voulais pas sur... ouais, c'était ce terrain. Donc moi, je voulais pas servir la soupe au FN, parce que moi, je dis pas le RN, parce que les FN, hein, c'est pareil, on a changé une lettre, mais le fond, c'est pareil. Donc, hors de question de participer à faire monter le FN au pouvoir. Donc, on avait déjà appelé à des mouvements d'humeur. Dans les entreprises, dans les CSE, on avait déjà prévenu les directions locales que ça allait pas se passer comme ça, parce qu'en plus, ce terrain avait quand même la bénédiction du gouvernement. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, je pense qu'après, déjà, en plus, ce terrain, on voulait connaître son projet industriel, il ne voulait pas nous le donner. Donc, quand on ne veut pas vous parler de quelque chose, eh bien, c'est qu'il n'y a pas du bon, parce que si au contraire, si votre projet industriel est bon, bah, vous le mettez sur la table et ça rassure les élus et on adhère à leur projet. Donc, il y avait encore ce système-là. Et ce terrain, j'en finis avec lui, après je vais parler des Chinois. Ce terrain, son métier, il est devenu riche avec les box, là, vous savez, les voyages et tout. Donc, industriellement, ça ne pesait pas lourd, parce que bon, quand que vous allez devant les acheteurs de Peugeot et Renault, je peux vous dire, c'est des vampires. Ce terrain n'aurait pas fait... tandis qu'avant, on avait Martineau, c'était ce que c'était, du groupe GMD, mais Martineau était quand même capable de défendre l'industrie, parce que c'était un capitaine d'industrie. Donc on a dit, si ce terrain, il va devant Peugeot et Renault, on est mort, parce qu'ils vont demander des baisses de prix où on ne pourra pas le faire, parce qu'au bout d'un moment, on va baisser les prix, après les usines, déposer le bilan, hein, quand vous produisez une pièce à perte. Donc tout ça, ce terrain, ça y est remonté et il a lâché le morceau. Direct, comme ça. Donc les Chinois que le gouvernement avait mis de côté sont revenus. Et là, c'est un groupe. Déjà, ils sont dans... c'est des industriels. Je n'ai pas dit que c'était non plus l'apogée. On verra plus tard. Mais on sait pourquoi que les Chinois aussi cherchent à s'implanter en Europe. Comme ça leur permet de contourner les droits de douane. Voilà, et nous, on va dire pour la branche fonderie, on est un peu rassurés, entre parenthèses, c'est que c'est pas leur cœur de métier. Donc déjà, ils sont plutôt basés dans l'électronique. Nous, c'est vraiment de la fonderie pure, carter d'embrayage, tous les carters qu'il y a dans le moteur. Donc, ils ne pourront pas, entre parenthèses, comme dirait l'autre, piquer notre technologie maintenant. Il faudra quand même, parce que c'est quand même un métier, la fonderie, c'est pas simplement mettre un bout de métal dans un moule. Hein. Maintenant, avec les mécaniques, je pourrais vous montrer les pièces qu'on fabrique, c'est de la folie. Hein. Et si on veut en France, ce que je voulais insister, si on veut garder le boulot, il faut être sur les pièces compliquées. Si vous êtes sur les gamelles, excusez-moi, en aluminium, tout le monde est capable de faire une gamelle. Par contre, après, quand on veut se lancer là-dessus, il faut des moyens humains, il faut des machines. Parce que moi, où je travaille, en 2009, ils voulaient nous fermer Eurocast. On a fait 3 semaines de grève, on a réussi à maintenir l'entreprise, pour ceux qu'on a connus, et ils ont investi, GMD, 40 millions d'euros sur ce taux. Ce qui n'est quand même pas rien, on a recréé une usine. Et là, on a les 3 plus grosses presses françaises, c'est de la 3000 tonnes, même plus gros que Peugeot et Renault. On travaille pour ZF avec ces machines-là et on a prouvé que quand on veut donner les moyens, l'industrie française encore peut, et on dégage quand même, je vais vous dire un truc, on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on gagne 5 millions. On est à 10% de rentabilité sur une fonderie, c'est énorme. C'est énorme, c'est quasiment au niveau du luxe. Mais pourquoi? Parce qu'on a mis les moyens. Donc avec les Chinois, on verra, j'ai déjà mis un traducteur sur mon téléphone. Comme ça, quand on y dira, on ne veut pas travailler pour ça,
Et ben voilà quoi, mais oui, en tout cas, bon, en tout cas, faut les liquider, faut de la liquidité au groupe GMD absolument, ce qui manquait quand même 300-400 millions d'euros. Donc ils vont pas tout mettre, mais bon, il y a quand même, je veux dire, une perspective. Ils sont engagés à maintenir les emplois 2 ans. Après, vous savez, dans le privé, c'est pas facile d'avoir des garanties. L'emploi à vie. Hein. Après, moi je veux dire, après c'est au CSE d'être attentif, à demander toujours des investissements, des formations. C'est ça le rôle des CSE. Le rôle des CSE, c'est pas de vendre des madeleines ou des trucs comme ça. Hein. Ça, c'est la partie sociale de l'entreprise. Mais quand il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de madeleine. On est bien d'accord. Voilà à peu près ce que je peux dire sur les Chinois. On verra. Merci. Bonjour. Moi, ça va être un peu informe de témoignage, parce que je travaille dans l'industrie également. Je vais interpeller Charles, parce que c'est le législateur, donc c'est important. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Intuis, qui est un groupe irlandais et qui a 6 usines en France et 1000 employés en France. On a 15 usines en Europe. Et nous sommes des fabricants de pompes à chaleur. Donc on travaille et on fabrique un produit qui permet de décarboner les bâtiments, et allié à l'isolation, on va diviser par 5 le nombre de kilowattheures dans un bâtiment quand on pose une pompe à chaleur. D'ailleurs, si Harris veut changer ses chaudières, je suis d'accord de les vendre, puisque j'y suis directeur des ventes pour l'Ouest, donc moi je prends toujours un petit peu, parce qu'il y a un côté intéressant sur ce sujet. Blague à part, le marché de la pompe à chaleur a été divisé par 3 en 2 ans. 450 000 pièces en 2022, aujourd'hui c'est 150 000, peut-être 140 000 cette année. C'est une catastrophe parce que, à côté, le marché de la chaudière à gaz, lui, augmente de 20% par an depuis 2 ans. Et donc, on fait tout l'inverse de ce qu'on attend du bâtiment. Hein. Alors, vous avez tous entendu parler de l'arrêt de la prime rénov' il y a un mois. C'est quelque chose qui est assez catastrophique côté particulier. Mais en fait, tout ça, c'est à cause du législateur. De 2 législateurs. Du législateur européen d'abord, parce que il émet des règles qui fait qu'on ne peut pas vendre des produits fabriqués en France, sponsorisés par l'État français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez 10 dossiers de pompe à chaleur face à vous, que ce soit particulier ou entreprise, il n'y a rien qui permet de mettre en avant cette pompe à chaleur fabriquée en France. Et il se trouve que mon entreprise fabrique 50% des pompes à chaleur fabriquées en France, 4500 packs pour environ 10 000. Et en plus, elles sont avec un fluide frigorigène qui est complètement neutre pour la nature. Hein, c'est important parce que souvent on entend parler de ça. C'est un fluide qui s'appelle le R290, qui est un dérivé du propane, qui a été développé par Greenpeace. Donc on ne peut pas dire que ce soit des grands capitalistes qui aient créé ça. Mon entreprise a récupéré ce brevet pour pouvoir développer ces pompes à chaleur. Et on n'a malheureusement pas le droit d'obliger ou de proposer aux Français ou aux entreprises françaises de poser des pompes à chaleur. On est face à la concurrence totalement mondiale sur ce marché, qui est un marché où il y a environ 400 acteurs. 400 acteurs, 400 fabricants, 400 marques, dont en particulier une trentaine plutôt orientées vers les particuliers. Donc moi, ce qui est important, c'est qu'il faut absolument que tout ça pousse, et que quand Bruno Le Maire est venu d'ailleurs dans mon entreprise proposer 1 million de pompes à chaleur début 2023 fabriquées en France, hein, donc il y en a 450 000 qui se vendaient, mais il en voulait 1 million de fabriqués en France, il oubliait que des entreprises comme la nôtre, qui sont labellisées Origine France Garantie, c'est-à-dire plus de 50% de la valeur ajoutée fabriquée dans les usines en France, se fassent. On n'est pas labellisé, on ne peut pas avancer sur ce sujet. Donc le législateur européen doit absolument revenir là-dessus de manière à ce que on puisse mettre en avant ces produits-là. Et le législateur français, il doit faire quelque chose. Il doit dire que si l'Europe ne veut pas, et si les autres pays européens, ce que je comprends, parce qu'ils jouent la concurrence industrielle avec les usines, hein, moi je parle des miennes, mais vous avez les vôtres également, il faut désobéir aux traités. Et l'Europe, là-dessus, elle n'est pas bonne pour l'industrie française, je vous le dis d'avance. Si vous voulez faire avancer le localisme, relocaliser des usines, il va falloir désobéir aux traités, et il va falloir aussi de la réciprocité dans les droits de douane.
Parce qu'aujourd'hui, les droits de douane à zéro pour tout le monde, partout dans le monde, vers l'Europe, ben, ça casse notre industrie, ça casse nos agriculteurs qui veulent récolter dans notre pays ou dans notre Europe, et ça, il va falloir changer. Donc il va falloir qu'on regarde également une manière différente de proposer, en particulier nous à gauche, ce qui va se passer vis-à-vis des traités européens, en particulier pour produire en France, que ce soit agricole ou industrie. Voilà, c'est hyper important, sachant que c'est des métiers où on a perdu tous les fabricants de compresseurs. Le cœur du réacteur d'une pompe à chaleur, il n'y en a plus en France, il n'y en a plus en France, il n'y en a plus en Europe. Tous les fabricants de ventilateurs, il n'y en a plus en France, il y en a encore un en Allemagne, et on ne sait pas combien de temps il va durer. Voilà. Alors, derrière ton témoignage, il y a une question clé, d'ailleurs tu l'as évoqué, tu as parlé des barrières douanières, qui est la question de comment on protège notre économie dans un contexte de guerre économique internationale, parce que je pense que ça prend cette tournure-là, avec des sujets de domination qui vont s'installer dans le temps, qui à mon avis vont poser des problèmes absolument gigantesques. Je pense à tout ce qui se passe autour de l'IA, les barons de la tech qui ont regardé ce qui s'est passé avec Musk aux États-Unis. C'est l'irruption en politique de capitaine avec des guillemets de l'industrie est en train de déstabiliser complètement toute perspective d'échange équilibré, parce qu'on peut, je le dis, moi je ne crois pas qu'on va tout relocaliser. Le Rassemblement national raconte ça. Le Rassemblement national raconte ça. Et d'ailleurs, je nous invite tous à dénoncer quand ils disent ça. Eux, ils parlent du localisme. Le localisme, ce serait en gros, on reste dans un monde libéral, on produit tout, on vend tout aux autres, mais on leur achète rien. Je fais court. Ce monde-là, il n'existe pas. Et c'est une supercherie. Parce qu'en vrai, quand on démonte un peu ils arrivent sur ces logiques-là, il faut les démonter. Et donc, du coup, moi, je pense qu'on va continuer à échanger avec d'autres. La question, c'est est-ce qu'on échange de manière totalement libre ou est-ce qu'on se protège? Voilà. Moi, ce que je considère, c'est qu'on doit se protéger, mais défendre l'idée mordicus que notre modèle, c'est un modèle de la coopération. Que notre modèle, c'est pas un modèle fondé profondément sur la concurrence à tout jamais. Dans le moment dans lequel on est, pour les raisons que tu évoques, on est obligé de se protéger. Moi, j'ai tendance à parler de protectionnisme transitoire. Parce que je ne veux pas vendre l'idée que le monde de demain, c'est chacun qui se protège. C'est ma souveraineté contre celle des autres. C'est donc la loi du plus fort. C'est le risque, je vous le dis. Donc moi, je considère que la souveraineté, c'est la maîtrise par nous-mêmes de nos indépendances comme de nos dépendances, comme de nos liens avec d'autres. Mais je souhaite que ça soit équilibré. Ce n'est pas les accords que nous construisait l'Europe qui n'a pas réglé elle-même ses propres problèmes à l'intérieur du périmètre européen. Parce que quand on parle de concurrence, une des premières concurrences qui s'organisent, c'est à l'intérieur du périmètre européen. C'est quand Michelin ferme à Vannes et à Cholet, c'est parce qu'en Pologne, ils ouvrent une usine absolument propre à bas coût, parce qu'on n'a absolument pas réglé l'harmonisation fiscale, l'harmonisation des salaires à l'échelle européenne. On était sur un marché à l'origine. L'Europe s'est construite sur la base d'un marché. Elle est restée malheureusement ancrée là-dessus et trop peu sur de l'harmonisation qui nous permettrait de jouer collectif. Et moi, je pense qu'il faut jouer collectif à l'échelle européenne. Je suis inquiet du moment du repli dans lequel nous sommes, où tout le monde dit ben, voilà nous ce qu'on va produire en français, en allemand, en ceci, en cela. Voilà. Je suis inquiet de ça parce que là, on ne pèse rien dans le jeu tel qu'il est en train de se décrire. Donc je pense qu'il faut continuer à défendre ça, mais par contre, il faut proposer une autre vision de ce que pourraient être les équilibres de notre monde autour de nos productions. Voilà, je dis ça parce que, je vais vous le dire tout de suite, il y a plein de métaux, on va continuer de dépendre des autres. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête plein d'activités parce que, voilà, où on essaie de trouver, d'imposer progressivement des accords multilatéraux, des échanges qui soient justes, basés sur la coopération, ou est-ce qu'on est juste dans la guerre? Et ça m'amène sur la question du protectionnisme. Je pense que nous en avons besoin là. Maintenant, c'est quelle bonne forme de protectionnisme dans le moment dans lequel on est? Il n'y a pas que les barrières douanières. Je le dis parce que à la baffe, tu réponds par une baffe, tu t'en prends une autre. Et ils sont nombreux autour de nous. Les Chinois, je n'ai pas parlé des Indiens encore. Ils produisent beaucoup aussi sur un certain nombre de sujets, ils sont extrêmement présents. Et donc, je crois qu'il faut regarder toutes les formes de protectionnisme qui sont possibles. Il y en a, et n'en déplaise à une part de personnes, qui tiennent aussi aux protections sociales
environnementale exigeante que nous posons à nos frontières, dans les échanges avec les autres. Voilà, je sais que dans le moment, ce n'est pas une affaire simple, mais si on se laisse embarquer, moi j'ai discuté avec un député socialiste qui me disait sur la loi du plomb, bah, quand même je suis embêté parce que je ne sais pas trop comment leur expliquer qu'en vrai, c'est vrai, il y a une concurrence, ils ne peuvent pas s'en sortir. Moi, si on n'a pas de réponse à ça, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à gouverner quand même, parce que je pense qu'il faut qu'on ait des réponses à ça. À dire, c'est pas parce que tu vas autoriser l'acétamépride que tu vas régler le problème de la concurrence. Ça, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. C'est même du recul assuré, parce que maintenant, aller expliquer en français au niveau européen que demain, il faudra des règles exigeantes, vous ne pouvez plus quand vous avez fait ça. Vous avez reculé d'une case et vous avez créé un déséquilibre. Donc, moi, je pense au contraire qu'on doit avoir une diplomatie économique pour continuer d'imposer des règles et que ça passe par nous fixer aussi un certain nombre de règles à nos frontières dans le moment dans lequel on est. Mécanisme d'ajustement carbone, autres solutions, mais en tout cas, il y a ça. Deuxième forme de protectionnisme, c'est les quotas de mise en marché. C'est-à-dire qu'on fixe des règles du jeu sur ce qu'on veut bien voir arriver ici. Rien ne nous empêche d'aller sur ce terrain-là. Moi, je vais vous le dire, la fast fashion, je serais pour qu'on limite très très sérieusement les quotas de produits qui vont arriver chez nous. Voilà, je vous le dis, c'est une manière de dire un peu non. Et puis il y a une troisième forme de protection qui est à creuser, et à mon avis celle-là elle est intéressante, on l'a fait sur certains sujets, c'est les marchés réservés. Et dans ton cas, ça marche bien, à mon sens. C'est de dire 60%, rien ne nous empêche de décider de ces règles-là. Vous voyez que les autres ne se sont pas gênés. De dire 60% du marché européen de la pompe à chaleur sera assuré par de la production de pompes à chaleur faite ici. Alors après, ça engage qu'elle soit faite ici, pas assemblée ici. On pose un certain nombre de questions. Il existe des labels, il Ouais. existe des organisations qui permettent de le faire. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, je dis ça parce que tout à l'heure, on discutait avec toujours le même, qui nous expliquait que quand même, lui, il coopérait avec la Chine. Donc il faisait des produits, avec certes que des produits chinois, mais que lui, c'était son produit à lui, que c'était pas chinois du coup. Et qu'on l'avait tué en mettant des barrières douanières avec la Chine et que ça avait tué son business. C'est quand même que c'était pas bien, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai pas eu la place pour répondre parce qu'il m'en laissait pas beaucoup, mais on aurait une petite discussion sur la conception qu'il a de la relation avec la Chine. Mais voilà, je veux dire, et franchement, voilà, j'insiste là-dessus. Moi, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde se laisse gagner par le mot souveraineté sans essayer d'avoir une vision de ce qu'elle doit être vraiment. Je suis inquiet du fait que plus personne, par exemple, il y a des conflits, des guerres, plus personne ne parle de l'ONU, ça n'existe plus. Ça a disparu du viseur. Je ne dis pas que l'OMC c'était très bien, je ne dis pas que c'était très bien, mais la régulation multilatérale, c'est comme si ça n'existait plus, ça ne devait plus exister. Comme si nous avions basculé dans l'ère du rapport de force du plus fort. Comme si Trump avait déjà gagné et Milley avait déjà gagné, avec une logique libertarienne, c'est-à-dire ma liberté est plus puissante que la tienne. Je t'impose ma liberté. Et moi je le dis, nous, Européens, on doit avoir une réponse alternative. On doit, dans ce moment-là, chercher à coopérer. On doit enfin faire progresser dans l'Europe l'harmonisation fiscale, la question des salaires, le salaire minimum et le salaire maximum, je ne l'oublie pas au passage, pour pouvoir ensemble agir de manière efficace. On doit défendre l'idée que l'Afrique, on avait des liens, on doit inventer des liens équilibrés d'échange avec l'Afrique et pas laisser faire ce qui est en train de se passer. Vous regardez les investisseurs chinois en Afrique, ils ont ma mise. On doit discuter avec la Turquie. Trump veut envahir, veut acheter le Canada. Nous, on doit discuter avec le Canada. Bref, il y a des choses qui peuvent être faites avant de retrouver des formes d'équilibre qui nous permettraient, je l'espère, de ne pas basculer dans des guerres économiques. Moi, je suis très inquiet de ça. Je suis très inquiet quand j'entends, y compris Arnaud Montebourg, avec qui je peux partager un certain nombre d'éléments, mais pas tout, dire on a besoin d'un Trump européen. Moi, je vous le dis, il dit ça dans une audition. Je lui ai envoyé un texto parce que j'ai son 06. Je lui ai dit, moi, il faut qu'on se parle parce que je ne peux pas être d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on est en train de se glisser dans la peau nous-mêmes d'une souveraineté de repli et d'un affrontement économique avec d'autres. On est perdant. Voilà. Donc, alors après, je n'ai pas toutes les solutions, mais je suis convaincu qu'on doit avoir collectivement à gauche une version de ce que serait cette souveraineté
de la manière dont on la pense, d'un protectionnisme, mais qui n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de se protéger, c'est pas le but. Ou alors, si le monde qu'on propose à nos enfants, c'est un monde où on se protège des autres, ben, je vais vous dire, ça finira pas bien cette affaire. Donc moi, je pense qu'il faut un monde où on se protège, mais pour pouvoir créer de la confiance avec d'autres. Voilà, c'est peut-être naïf, mais en tout cas, c'est ma conviction profonde, parce que je crois que c'est ce que devrait incarner la gauche. Et dans le moment, je trouve que parfois, on glisse les uns les autres dans un truc. Je veux pas que l'industrie, par exemple, soit un féodé, enfin soumise à, un féodé à la question de l'armement. Les fonderies de Bretagne, qui travaillaient pour l'automobile, il y a 4 mois, terminé les fonderies de Bretagne. On n'en parle plus. On s'est tous bougés, on a fait des courriers là pour essayer de trouver un repreneur. Pas de repreneur. Terminé. On nous expliquait, il n'y a aucune solution. 3 mois plus tard, un repreneur dans la défense. Les fonderies repartent pour faire des pièces pour le militaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que ce serait naïf de dire ça. Mais si notre activité industrielle est inféodée à l'activité de défense, je vous dis, ça ne va pas être très solide longtemps. Hein. Moi, je viens de Salbris, dans le Loir-et-Cher, 4 usines Matra dans un rayon de 25 km, qui fabriquaient beaucoup d'armements, aussi l'espace, la bagnole. Giat Industrie, tout ça, ça s'est terminé. Maintenant, il reste quoi là-bas? Un maire RN et un député RN. Je fais un peu court, hein, c'est un peu caricatural pour mon bled de naissance, mais c'est un peu quand même ce qui se passe. Ouais. Et donc, je pense que voilà, il nous faut une vision, et il n'y a pas de vision sur l'industrie. Il n'y en a pas. On a un ministre, pardon, mais c'est désespérant. Voilà. Le gars, ST Microélectronique annonce la suppression de 1000 postes. Il fait un tweet pour dire: je partage la stratégie du PDG de ST, parce qu'il allait peut-être se faire virer par les Italiens. Voilà. Et bien notre ministre, c'est ce qu'il a dit. Moi, je pense que ça, c'est pas possible, et qu'il faut programmer, se projeter sur ce qu'est l'industrie. Il faut se protéger, mais pour un temps, mais il faut aussi retrouver de la diplomatie et de la capacité à imaginer un monde qui ne soit pas un monde de sauvages. Hein. Parce que sinon, là, je vais vous dire là-dedans, en plus, on est tout petit, et là, on va céder sévèrement. On a soutenu les panneaux chinois en faisant des panneaux photovoltaïques, puisqu'on pourrait reprendre l'exemple, où on a subventionné à fond, voilà, sans chercher à savoir comment on allait développer nos propres filières là-dessus. Maintenant, on est à poil. Voilà. Et ça, moi, je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là. Donc, je pense que ça passe aussi par des coopérations. Ça ne passe pas que par la capacité à nous replier, à nous défendre. Est-ce que tu donnes un micro, s'il te plaît? Ouais, pardon. J'ai été un peu long, désolé, dans ma réponse. Ça me permettait de dérouler. Allô? Ouais. Ah, ça marche. Ouais, c'est bon. Ce que tu parles des fonderies de Bretagne, ben moi je m'en suis occupé justement du dossier, donc je peux me permettre de... Et j'ai travaillé avec Claude Serpati, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un économiste, alors attendez que je retrouve son pédigré, c'est un chercheur à l'IRES, je crois, ouais. C'est un chercheur. Ouais, c'est un chercheur. Attends, je le cherche, le chercheur. Donc, c'est un économiste, chercheur associé à l'IRES, Institut de recherche économique. Et moi, comme j'ai un petit carnet d'adresses sympa, je les ai mis en relation avec les fonderies de Bretagne. Et il vient de publier un écrit qui s'appelle « Les dividendes ». Voilà, Union européenne. Ah ben, ça marche bien. Bougez pas, hein, vous n'avez pas faim? C'est parce qu'il n'y a pas de data center à Châteauroux que ça ne marche pas bien. Alors, ouais, c'est bon. Alors, des dividendes pour la guerre, mais pour qui? C'était ça le... Et il a écrit une chronique, si vous voulez. Je pourrais vous la faire parvenir, c'est vachement intéressant. Et voilà, il explique le pourquoi du comment, parce que on sait qu'il y en a qui, comme Poutine, admettons en ce moment, comment il s'en sort, et c'est grâce à la guerre. Malheureusement, c'est ça, hein, faut pas rêver. Hein. Donc voilà, il analyse tout, et puis moi je l'ai mis aussi avec des copains en relation de Thales, parce que Thales travaille aussi pour la défense, et Thales s'était opposé quand même, justement, livraison d'armes à Israël, puis qu'il préférerait faire autre chose que
ce que tu as là, ça doit être des antennes, des satellites, enfin des trucs comme ça. Et ce que tu dis là aux Fonderies de Bretagne, c'est le corps de l'obus qui vont fabriquer. Donc là, moi je comprends les copains, parce qu'en tout cas ils n'avaient plus de boulot. Donc, comme tu disais, en tout cas, ça sera quelqu'un d'autre qui le fait. Le problème là, c'est que c'est pas des armes pour se défendre, c'est des armes pour attaquer. C'est ça le problème. Mais bon, l'humain, c'est comme ça. Ils ont besoin de manger, les camarades. Ils ont pris parce qu'il faut quand même pas oublier que, bon, là, je saute de coq à l'âne, mais les fonderies de Bretagne ils travaillaient pour Renault. Et Renault a fait crever à peu près toutes les fonderies en France. La SAM, MBF, ils ont fait nous faire crever. Les fonderies du Poitou, qui sont à côté, parce que ils ont décidé de ne plus donner de travail. Donc voilà, en tout cas, nous, moi je travaille, on s'en est sorti parce qu'on travaille pour un équipementier, ça s'appelle ZF. C'est le numéro 1 des boîtes automatiques de grosses cylindrées de voitures allemandes, des voitures très chères. Et comme il n'y a que le luxe qui marche maintenant, bon, on s'en est sorti comme ça. Mais Peugeot et Renault, c'est dingue. C'est des soi-disant des marques françaises, mais ils en ont rien à foutre. Donc les copains de Fonderies de Bretagne ont pris ce qu'ils ont pu pour se sauver. Voilà, c'était juste un petit truc comme ça. Juste, on a dépassé l'heure, mais on n'a pas parlé tu l'as évoqué, d'un mot, de Google. Ah oui. Est-ce que tu peux en dire un mot? Il y a Jérémy qui est intervenu aussi sur une télé nationale il y a début d'après-midi. Merci le stade. Au plaisir. Ah oui, Google, oui, il faut dire un mot. Oui, il faut en dire un mot. Il faut dire un mot parce que ça permet de traiter. Il y a plusieurs sujets dans Google, mais Jérémy pourra compléter s'il le souhaite. Il y a un sujet de foncier, je voudrais te dire quand même, sur qu'est-ce qu'on fait du foncier, le peu de foncier qu'on a disponible. Et que vient d'être sacrifiée la loi zéro artificialisation nette. Je vous dis, elle n'existe plus. Elle a été démantelée progressivement. La loi Industrie Verte avait créé un truc qui s'appelait les projets d'intérêt national majeur. Voilà, au départ non, mais maintenant oui. Et donc on avait mis l'industrie dedans. Puis après on a mis le nucléaire. Puis de loi en loi, on voit se rajouter des tas de sujets. Les data centers ont été rajoutés dans la loi simplification, qui n'est pas encore tout à fait terminée, mais ça fait partie des projets d'intérêt national majeur. Et puis ils avaient proposé de mettre les infrastructures à 69. Pour qu'il n'y ait plus de possibilités de recours comme il y en a eu. Voilà. Et par contre, vous remarquez qu'il n'y a pas les services publics. Hein. Un hôpital n'est pas d'intérêt public national majeur. Voilà. Donc, il n'a pas sa dérogation aux ZAN. Donc il n'y a plus de ZAN. Donc premier sujet, des data centers, si on va sur le rythme qui est en train de se penser, vont bouffer du foncier, alors qu'on a des conflits sur le foncier énormes à venir. Entre les entrepôts logistiques, les activités de production, les sujets de logement, le foncier qu'il faut laisser tranquille, le foncier agricole évidemment, on a là pas de trajectoire sur le foncier. Moi je vous le dis, là ce type de sujet pose un problème. Alors ils viennent sur une zone qui était dédiée, la zone d'Ozan, mais néanmoins, est-ce la priorité dans l'usage du foncier? Je veux dire par exemple à Rennes, la métropole de Rennes, ils ont fait un truc qu'ils n'ont pas respecté en vendant à Safran. Mais ils avaient décidé qu'ils ne vendaient plus leur foncier et qu'ils le réservaient sur des activités précises. Pof, Safran arrive, ils changent la règle, ils vendent le foncier et donc ils l'aliènent. Il ne leur appartient plus. Voilà. Donc là, typiquement, est-ce qu'il va être vendu? Je ne sais pas ce qu'il en est. S'il est vendu, c'est fini. Le data center, peut-être que dans quelques années, c'est terminé. Hein. C'est comme les entrepôts, ça dure 15 à 20 ans, on ne sait pas du tout. Deuxième élément, un data center, c'est évidemment des impacts non négligeables, consommation d'énergie, eau, consommation d'eau. C'est pas tant ce que consomme un data center qui pose problème, c'est l'ensemble des data centers qui sont en train de pousser partout et les idées qu'ils ont d'en mettre partout, c'est que cette consommation d'eau s'ajoute à d'autres consommations d'eau qui sont en jeu dans le moment, avec une ressource qui sera raréfiée. Et donc, qui décide de ça? Qui décide que c'est plus important de faire un data center que de faire une autre activité? Qui décide? Moi, chez moi, je donne l'exemple de ST Microélectronique, si leur projet s'était fait, il ne va pas se faire, c'était 10% de l'eau potable qu'ils allaient pomper à eux tout seuls. À Grenoble, c'était 20% de l'eau potable de l'agglomération de Grenoble. Vous vous rendez compte? Qui décide de ça?
Est-ce qu'à un moment donné, ça appartient à un fonctionnaire dans un ministère de décider qu'on va faire ça? Ben non, moi je vous dis, ça c'est un sujet qui nous concerne et qui devrait trouver des processus démocratiques pour être choisi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut des processus démocratiques pour décider de ça. Et puis troisième élément, enfin tout à l'heure quand j'ai essayé de dire, mais Google quand même, Google. On me dit oui, mais vous êtes des hypocrites, vous avez Google sur votre téléphone. Oui, bon d'accord, ça, ok, c'est pas bien. Si je ne ferai pas que j'ai Google et je suis prêt à faire autre chose. Mais Google, c'est pas la souveraineté, hein. C'est le renforcement des pouvoirs des barons de la tech sur nos vies, sur tout, sur nos activités économiques. Le jeu des données, la guerre économique internationale se passe autour des données. Si c'est eux qui maîtrisent les données et ils ont déjà des longueurs d'avance, je peux vous dire qu'on va avoir du mal à s'en sortir. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que ça pose vraiment sérieusement un problème. Voilà. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas de data center. Voilà. Il y a des sujets sur les données, il y a des sujets sur les données publiques. Sur la manière dont on les stocke, on l'organise. Est-ce qu'il faut des gros data centers? De quelle taille? De quelle manière? Avec quelle consommation? Il y a tous ces sujets-là. Mais là, encore une fois, comme d'hab, ça avance plus vite que nous. Ça pousse par les lobbies pour que ça aille très vite. On change des lois pour ça. Ça va être la même sur les mines. Hein. On est en train de changer le code minier parce qu'il faut aller vite. Il y a des permis d'explorer des mines un peu partout sans qu'on ait décidé d'une trajectoire, de la façon dont on va le faire, des limites à faire ça. Et ça, c'est vraiment un problème. Et ça rejoint l'affaire de l'économie des besoins que je posais tout à l'heure. Voilà. Oui, bah, en fait, bon, Charles, tu as bien balayé un peu tous les aspects du problème. Ce qui est intéressant quand même, c'est que j'ai regardé le reportage de C'est dans l'air dans lequel je suis, mais où il y a aussi le maire de Châteauroux qui répond. Et donc c'est intéressant de voir les arguments qu'il expose. Donc il a deux arguments qu'il a mis en avant là. C'est la chaleur, on en a besoin dans une zone d'activité. Donc en fait, on va récupérer la chaleur fatale et puis ça va aider, y compris dans des logiques d'écologie industrielle territoriale, les autres entreprises autour. Alors bon, vous êtes allé voir aux ans, les autres entreprises autour, heureusement, le journaliste de C'est dans l'air, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas rebondi dessus. Hein. Ouais. Et deuxième argument, c'est qu'en fait, il dit, certes, l'eau, mais en fait, il y a d'autres technologies pour refroidir. Et puis, il y a aussi des fois où on refroidit avec des piscines. Et donc là, image de C'est dans l'air, où tu vois des gens qui se baignent dans une piscine qui pourrait être refroidie ou réchauffée, je sais pas, par le data center. Bon, ça c'est l'aspect. Moi, effectivement, je suis allé beaucoup sur l'eau parce que c'était la question du journaliste, c'était la sécheresse. Et donc, c'était essentiellement là-dessus que je suis allé, en expliquant ce que Charles a dit. Hein. En gros, on a un gâteau, la quantité d'eau qui réduit, et on vient rajouter un besoin, donc ça aura forcément des impacts sur les autres besoins. Et donc, on a besoin justement d'en parler avant d'acter et d'être super content, et que nous, on est plutôt inquiets. Voilà. Et moi, par contre, j'avais une question, parce que j'ai pas pu le mettre, et ça, c'est plutôt pour toi. Il n'y a pas de commission locale de l'eau sur le bassin de l'Indre aujourd'hui. Il n'y a pas de schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Il n'y a pas de PTGE, etc. Parce que un dossier comme ça sur la Creuse, par exemple, sur le bassin de la Creuse, forcément, la commission locale de l'eau, elle est interpellée, elle a son mot à dire, parce que... Oui, c'est à toi que je me... Ouais, c'est à toi que je parle. Il n'y a pas de sage dans l'Indre. Et ben, je pense qu'en fait, ça, c'est aussi un combat à mener, parce que forcément, dès qu'on objective... S'il y a un sage, ça veut dire qu'il y a eu une commission locale de l'eau, qui a beaucoup de défauts, les commissions locales de l'eau, mais qui a au moins le mérite de mettre tout le monde autour de la table, et puis d'avoir des process un peu qu'il faut défendre, hein, je pourrais en parler par ailleurs, mais qui permettent au moins d'objectiver l'état de la ressource, et puis de la projeter dans l'avenir.
Et là, quand on fait ces travaux-là, je suis pas sûr que le data center il passe. Mais voilà. Après, on a un autre sujet, c'est qu'en fait, on a très peu d'infos sur la consommation d'eau. Voilà. J'ai vu, Émeric, les chiffres que vous avez sortis, vous, je sais pas comment tu les as calculés, mais ils me paraissent un peu élevés. En fait, ils ont été pris par rapport à d'autres projets qui existent par ailleurs. Ouais. Et après, forcément, en fonction du lieu, ça peut diverger. Donc, la difficulté avec le projet actuel, c'est que pour l'instant, il n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà. Qui ont été achetés, et on ne sait pas comment on traduit ces 200 hectares concrètement. C'est une promesse d'achat. Oui, ils vont être traduits concrètement si le data center est fait 1 hectare, 2 hectares, 90 hectares ou 150 hectares. Forcément. Ouais. Donc moi je pense que c'est essentiellement un coup de com' à 1 an des élections municipales, qu'en réalité ça va être un peu un épisode, enfin on va avoir un épisode tous les mois pendant des années, ça va être un peu Dallas ce truc, ou les feux de l'amour, je sais pas, mais c'est le genre de série qui dure et qui dure. Tu as un sujet important sur l'eau, mais tu as un sujet important sur l'intensité électrique. Il va falloir regarder. Il y a déjà eu des projets de data center, tu étais au courant sur un trip de data center. Tout à fait. Microsoft, Issoudun, Châteauroux, Argenton-sur-Creuse, qui n'a pas pu se faire dans le coin parce qu'il y avait un problème d'intensité électrique. Le projet Google est plus gros encore. Alors on était avec, on peut citer son nom. Oui, de l'intensité électrique. C'est pas les nouveaux. On renouvelle les lignes, c'est pas ça que va changer les choses. 400 000. On était. L'électricité. On était et pas de manière intermittente. Le data center, c'est 24/24. Ouais, mais Jackie Townsend, parce qu'on en parle de lui depuis tout à l'heure, c'est avec lui qu'on était tout à l'heure. Lui, justement, il met en avant le fait qu'on est une région qui produit du nucléaire et qu'on n'est pas loin des centrales nucléaires et que donc l'intensité électrique est plus facile qu'en Bretagne, etc. La fabrication, c'est bien. Déplacer l'électricité, c'est avec des câbles. Il va falloir des câbles, il va falloir des mâts, il va falloir creuser, il va falloir avancer. C'est pas rien de déplacer l'électricité. RTE, moi je sais qu'il y a une ligne haute tension qui est en prévision. Ça suffira pas. Bon, mais il y a évidemment tous ces sujets-là. Là, il y a eu un article de la Croix où il y a un échange là-dessus, et du coup, l'entreprise qui a réservé les terres, pas acheté quoi, dit que finalement, ils vont peut-être pas utiliser d'eau, mais ils vont peut-être mettre utiliser voilà. On est quand même dans un. Ce que j'ai lu, c'est qu'ils allaient. Guillaume va faire un business. Parce que j'ai lu comme toi, j'ai compris qu'ils allaient utiliser des doubles flux avec du free cooling, mais ça ne suffira pas. Non, mais il dit les deux, c'est là où en fait c'est un peu d'enfumage pour. On voit comment on nous donne des arguments. C'est pas possible, RR pour le data center. Non, mais on va. Moi, j'ai quand même retenu de Monsieur le maire qu'on allait chauffer les autres usines à côté. Je pense que ça, c'est l'info du jour. Ça y est, c'est chauffé. Jean, il a chauffé. Karine, oui, je voulais revenir sur le problème de l'énergie parce qu'effectivement, on dit l'eau, il va falloir la partager. L'énergie, quand une entreprise s'installe avec visiblement autant sur l'eau, on ne sait pas trop, mais par contre avec une consommation d'énergie énorme, certes, RTE a prévu une nouvelle ligne de tension entre Aiguzon et puis Marmagne dans le Cher, mais on voit aussi aujourd'hui que des projets d'énergie renouvelable ne peuvent pas se faire parce que le réseau n'est pas en capacité d'accueillir les projets, qu'entrent en concurrence en ce moment des entreprises qui se proposent d'installer des petits conteneurs qui sont des boîtes à batteries qui elles-mêmes prennent sur la puissance du réseau en disant ben nous, quand l'électricité est pas chère, on la stocke, quand elle commence à être plus chère, on la revend, mais ça n'empêche que c'est de la puissance qui est prise sur le réseau. Et là aussi, en matière de décision démocratique, qu'est-ce qu'on veut faire de la puissance électrique qui circule ? Est-ce qu'on la met toute à une entreprise monstrueuse, pas souveraine, enfin voilà, et quelque part, ça obère la possibilité d'autres initiatives sur le territoire, quoi. Là, les calculs qu'on a pu faire, c'est au moins 2 fois la consommation de tout Châteauroux pour l'électricité. Ça dit tout, là, ça dit tout.
Moi, je pense que de la même manière qu'on a parlé de l'eau, que je parle des matières premières, que je parle de plein de sujets, la question de la disponibilité de l'énergie et de l'intensité de consommation d'énergie invite à faire des choix. Les électro-intensifs, comme on les appelle, ne peuvent pas être écraser tout le reste. Donc on a des vrais enjeux autour de ça. Puis il est vrai que sur les énergies renouvelables, on ne s'est pas forcément donné les moyens d'avoir un schéma d'investissement, le S3 ENR, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, le 3.0 ENR, d'avoir les investissements qui vont avec pour faire le raccordement. Voilà. Et puis en plus, avec l'ambiance d'un vote, même s'il ne va pas au bout, de moratoire sur les énergies renouvelables, je peux vous dire que ça va mettre un coup de frein à plein de gens qui vont se dire, oh là là, est-ce qu'il faut vraiment aller dans tout ça? Est-ce que c'est pas le coup d'après qu'il y aura... voilà. Donc on est quand même dans un beau bazar là-dessus. Et puis avec les paris fous d'un volume de production d'énergie nucléaire dont personne n'a pour l'instant le moindre commencement d'une organisation qui le rendrait possible. Personne n'a de date sérieuse à donner. Personne n'a mesuré les impacts concrets de tout ça, là aussi, y compris en matière d'eau, y compris en matière de dépendance sur la ressource. Il y a quand même 1000 sujets sur la table. Là, ce qu'on a vu, quand même, que le gouvernement, je vous le dis, c'est vraiment ça qui est un problème. Le gouvernement qui n'arrive pas à faire voter une loi sur l'énergie, ce qu'on appelle une loi de programmation énergie-climat, tous les 5 ans, il doit faire adopter une loi. Il devait faire l'adopter il y a 2 ans. Ils se sont dit, oh là là, on ne va pas avoir de majorité, donc on ne fait pas de loi. C'est fou. Ils ne respectent pas la loi. Et bien, qu'est-ce qu'ils font maintenant pour essayer de faire passer des trucs? Ils demandent à un sénateur. C'est comme ça que ça se passe. La loi Duplon, la loi Grémillet, la loi sur l'audiovisuel, ce n'est pas des projets de loi du gouvernement, c'est des propositions de loi de sénateurs et de députés. Et donc quand le gars Grémillet il arrive avec son truc là sur l'énergie, il n'y a aucune étude d'impact, il n'y a personne qui peut vérifier un traître mot de ce qui est écrit là-dedans. Alors le RN, il y va. Hein. Non, c'est pas 14 EPR, c'est pas 6 EPR, on va en faire 14. Allez, on y va. Et puis on va supprimer les énergies renouvelables. Et on se retrouve avec un truc qu'à la fin, même certains de ces auteurs ne votent pas. Donc là, on est rentré dans un moment un peu assez chaotique, quand même. Hein. Et il est temps que la gauche gagne pour remettre de l'ordre. Merci beaucoup. On va en rester là. C'était ta conclusion? Bon, c'est pas mal comme conclusion. Bien, merci. Et maintenant, je vous propose de terminer en... On invite à casser la croûte d'abord, on essaie qu'on travaille. Mais les autres, on aura peut-être à donner. On vous laisse 2-3 tranches de... Et merci à Claude de l'animation. Merci à tous.